Bonjour à tous et à toutes, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau live métier. Donc pour ceux qui nous ont suivis ce matin, vous savez en quoi consiste un live métier. Aujourd'hui, on va aller interroger un professionnel qui va nous parler un petit peu de son parcours, de la réalité de son métier, de la réalité du terrain dans lequel il exerce. Le but, c'est vraiment que ce soit vraiment interactif. Donc on compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires. Vous avez vraiment le chat à disposition. Moi, je relayerai un petit peu toutes les questions que vous poserez aux professionnels du jour pour que ce soit un petit peu plus convivial. Voilà, le but, c'est vraiment qu'on échange autour d'une discussion. Et d'ailleurs, au passage, je salue les collèges qui nous ont rejoints. Donc, on commence à en connaître certains. On a le collège Les Sablons dans l'Essonne, le collège Hubertine Auclair à Toulouse, le collège Belrem à Borinville, pardon, dans le Nord. Très joli nom de ville, d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Et enfin, le collège Les Perrières à Annonay. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Comme je le répète, c'est interactif, c'est le but. Et voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, on est tous là pour apprendre un nouveau métier et je vous dévoile maintenant le sommaire. Comme ça, vous allez un peu plus avoir une idée de ce à quoi on va parler tout au long de cette heure. Alors pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier du professionnel, puis un cas concret pour comprendre un peu la réalité du métier. Ensuite, on va voir quel est son parcours, comment il en est arrivé là, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier, parce qu'il faut toujours des atouts et des points un peu plus négatifs. Et enfin, on reviendra sur les clichés et anecdotes auxquels il est souvent confronté. Voilà, sans plus attendre, on va présenter le professionnel du jour. Il s'agit de Loïc. Bonjour Loïc, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sixtine, ça va très bien, merci. Ravi d'être là. Super. Déjà, pour commencer, je vois un très beau fond derrière toi. Alors, où est-ce que tu es situé? Donc du coup, je suis situé au Château des Soublons, qui est une propriété viticole et oléicole qui se trouve au milieu du parc naturel des Alpilles. Donc les Alpilles, D'accord. ça se situe en Bouches-du-Rhône, voilà, sur la limite Bouches-du-Rhône-Gare. Ok, bah il y a pire comme endroit pour travailler déjà, pour commencer. Oui, on a un cadre qui est assez exceptionnel, c'est vrai que c'est une chance. J'en profite tous les Ouais. jours et c'est pas compliqué de se lever pour aller au travail dans ce cadre. Ok, déjà on a trouvé une qualité à ton travail. Bah alors avant de se poser plus de questions, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous l'expliquer en une ou deux phrases un petit peu pour résumer avant qu'on aille voir un peu plus en profondeur en quoi ça consiste? Ok, alors l'intitulé exact de mon métier, c'est caviste moulinier. Donc j'occupe un double poste, deux métiers à la fois si on veut. Ouais, Euh, mon poste en fait consiste à assurer la transformation des produits, donc des fruits que je reçois en produit final. Donc pour le côté caviste, ça sera la transformation des raisins en vin, et pour le côté d'accord. moulinier, ça sera la transformation des olives en huile d'olive. Ok, donc trop bien. Donc sur l'exploitation, vous faites deux différents types de choses du coup. Le vin et bah, les olives du coup. Enfin l'huile d'olive. Voilà, J'imagine. sur l'exploitation du côté agricole, ça va être vin et huile d'olive. À côté de ça, on a aussi une activité de restauration avec un restaurant sur place et une D'accord. activité d'événementiel avec une possibilité de privatiser le château pour des mariages et d'autres événements de ce type. Ok, donc plein de choses en fait. On a vraiment pensé à détourner un peu le lieu pour plein d'activités qui s'y prêtent. Exactement. Ok, bon, va trop bien. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu ton métier en images. Maintenant, en quoi consiste ton métier? Il y a un petit jingle qui va arriver, puis on va voir les photos. Alors, effectivement, on voit des vignes. Je te laisse un petit peu nous commenter chaque photo pour qu'on puisse s'y plonger un peu mieux. Qui sont disposés dans le rang. Donc, c'est tout simplement la période des vendanges. Moi, personnellement, j'interviens pas vraiment à la vigne. On a un chef de culture sur le domaine qui s'occupe de la partie terre, que ce soit vigne ou olivier. Par contre, je suis quand même inclus en tant que responsable de la transformation dans les prises de décision qui peuvent se faire dans les terres, donc la façon dont on va opérer le chantier de vendange, etc. Et c'est quelque part, j'ai mon mot à dire sur ce terrain-là aussi. D'accord, donc déjà pour commencer, vendange aussi, c'est la récolte en fait. Aller chercher les raisins, les olives C'est la aussi, récolte, j'imagine. voilà, la récolte des Mm. raisins, exactement. Et moi, mon métier sur ce segment-là commence vraiment au moment où je reçois donc les caisses de raisins à la cave Mm. pour attaquer tout simplement la transformation Et puis c'est et parti les quoi. opérations de pâturage.
toutes les vinifications. OK, d'accord. Alors à côté aussi, on voit justement, toutes les réserves en fait qui se font. Voilà, donc tout simplement, si on prend la photo de droite, on va voir, ma collègue, qui est en train de réaliser un tri à la vendange, quand on reçoit les OK, raisins. Donc tout d'abord, on va faire un petit peu de tri pour garder que les beaux raisins. À l'issue de ça, si on fait du rouge, ça va partir directement dans une cuve, avec les peaux et la dédié. pellicule du raisin et cetera, pour Mmh. venir fermenter le raisin entier. Et puis derrière, on va pressurer, on va écouler les jus pour récupérer le vin fini et presser, ce qu'on appelle le marc à ce stade-là, donc les raisins qui restent, les peaux de raisin qui restent pour récupérer les jus de presse, heu, OK. qu'on assemblera ensuite plus tard pour faire un vin fini avec bien sûr, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais voilà, ça c'était Ouais, un petit résumé. ouais, Pour les blancs et globalement. rosés, ça sera un process un petit peu différent dans le sens où on va recevoir les raisins, les presser, envoyer les jus en cuve et les faire fermenter dans la cuve par ajout de levure. OK, mais du coup, vous partez sur le même type de raisin, pour tout, en fait? Enfin, est-ce que vous Alors une fois que vous récupérez tous les raisins, est-ce que, vous choisissez certains types de raisins de manière différente en fonction du produit final qui est attendu? oui, bien sûr, bon déjà, il faut savoir qu'on a différents cépages sur la propriété. Les cépages, tout simplement des variétés de raisins, D'accord. comme on fait, je sais pas, des tomates cœur de bœuf et des tomates, Ouais. ananas, voilà, c'est un peu la même chose pour les raisins. Heu, donc bien sûr, quand on va faire du blanc, on va évidemment prendre des cépages blancs, ce qui est obligatoire pour faire du vin blanc. Ouais. On a ici, on travaille 3 cépages différents, donc on va on va vendanger les cépages séparément, puis les faire fermenter séparément, le plus possible pour ensuite, quand on a des vins, on va dire finis, venir les assembler, pour obtenir un produit final. Donc on les assemble dans les proportions qu'on souhaite. Mmh. Le rosé, on OK. utilise des cépages rouges parce qu'on beaucoup pensent souvent que le rosé, c'est un mélange de raisins rouges et de raisins blancs, mais pas du tout. C'est tout simplement des cépages rouges qu'on vient presser directement, donc ça a moins de couleur, qu'un vin rouge qui D'accord. vient, macérer avec la peau. Heu et pour, les vins rouges, bah, voilà, raisin rouge aussi, on travaille, 4 variétés en raisin rouge sur le domaine, 4 cépages, Mmh. qu'on OK, vient, bah, trop bien. aussi, pardon? Non, je dis Oui. trop bien parce que du coup, il y a pour tous les goûts, quoi. Voilà, il y en a un petit peu de tous les types et on vient, au un maximum aussi pour ces rouges, fermenter les raisins séparément, par variété, on va dire, pour comme Mmh. pour les blancs, venir les assembler à la fin, et créer, le produit souhaité, quoi. OK, très bien. Alors, on a une question dans le chat déjà. On a Camille qui te demande: «Est-ce que c'est long de faire une bouteille?» Alors, faire une bouteille de vin, ça dépend pour la couleur du vin, on va dire ça comme ça. Pour un rosé, c'est ce qui ira le plus vite à faire finalement, comme le rosé, c'est un vin qui se boit dans l'année, donc ça D'accord. prendrait environ pour avoir un vin fini, potentiellement en bouteille, je commence en août et je termine, en janvier, quoi. Décembre, janvier, j'ai un vin qui peut être prêt. Donc c'est, voilà, OK. 4-5 mois, Bah, on va ça fait dire. quand même, beaucoup d'attente quand même. Enfin, c'est le plus Ça fait un court, peu mais d'attente, c'est ouais. vrai que d'un point de vue extérieur, quand on connaît pas, c'est vrai que je pensais pas que ça mettait autant de temps pour faire le rosé. Ben, disons qu'il y a aussi une phase, d'élevage, donc c'est-à-dire que quand on a notre vin, après fermentation, on doit le garder un moment en cuve pour qu'il évolue, pour faire ce qu'on appelle Mmh. des soutirages, donc enlever, en fait, on va venir laisser le vin, faire déposer ce qu'on appelle les lies, donc Ouais. les composés qui sont en suspension dans le vin. On va venir, récupérer le jus clair sur le dessus. On va faire ça plusieurs fois histoire de rendre le vin, enfin de le nettoyer un petit peu si on veut, Mmh. heu et c'est ça qui va prendre un petit peu de temps dans le process aussi. Pour ce qui est des blancs, ça va être encore plus long parce que derrière, on fait ce qu'on appelle un enfin, chez nous en tout cas, on va faire un élevage en bois, donc c'est pour ça que sur la photo, vous avez des barriques, on le fait aussi pour le rouge. Mmh. Donc D'accord. donc pour les blancs, on va même venir fermenter en barrique, et on les laisse on va dire 7-8 mois en barrique, donc ça met tout de suite un temps supplémentaire pour, heu, Mmh. pour faire le produit. Pour les rouges, on les laisse 1 an en barrique, donc forcément, on fait la bouteille va venir 1 an plus tard que Ouais. le produit rosé, quoi.
OK, bah, très bien. Puis là, on voit d'autres images, en bas à gauche du coup, donc j'imagine que c'est un peu les ateliers où tu prépares tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement, si tu peux nous commenter? Alors, en bas à gauche, finalement, ça va être une cuverie. Donc, pour celle-ci, c'est la cuverie de l'huilerie, donc pour l'huile d'olive. Mais si on OK, prenait une cuverie, pour le vin, ça serait quasiment identique. d'accord, Heu là, tout simplement la chaîne de trituration des olives au moulin. Donc c'est, finalement la chaîne qui va nous servir à transformer les olives en huile d'olive. trop Donc bien, c'est une OK. chaîne qui est, voilà, qui fait un petit peu industriel comme ça et qui est, enfin, c'est simplement un matériel Mmh. qui est assez élaboré, technologiquement parlant. Heu, donc ça on imagine souvent les moulins à huile comme, ayant une vieille meule de pierre qui vient Oui, écraser les olives avec limite, le baudet autour. Mais à mais aujourd'hui, l'ancienne. c'est plus vraiment ça parce que, justement, on cherche à préserver un maximum les arômes de l'huile d'olive, donc à oxyder un minimum. Il faut pas que l'huile d'olive soit trop en contact avec l'oxygène, ni la pâte Mmh. d'olive. Donc on fait tout ça de façon inertée avec des gaz inertes. Donc nous, on utilise de l'azote qui est un gaz inerte parce que ça vient se déposer à la surface de l'huile et pas éviter les oxydations. OK, d'accord, très bien. Et toi, sur quel produit tu préfères travailler du coup? Alors, c'est complètement différent. Ce que j'aime dans le vin, c'est, justement le côté élevage, on va dire, le fait qu'on a pas mal d'interventions qui vont Mmh. pouvoir, adapter le La goût du vin. transformation. Mmh. Voilà, il y a un travail sur la durée. L'huile d'olive, c'est un processus un petit peu plus mécanique dans le sens où on reçoit les olives et entre le moment où je reçois des olives et où j'ai une huile d'olive, quasiment Mmh. terminée, il va se passer, 1 heure et demie, quoi. Mmh. Donc c'est pas exactement le même travail, mais je dirais que j'ai une petite préférence pour le vin vraiment sur le process, mais je suis vraiment très content de faire les 2 parce que ça m'apporte une vraie diversité dans mon travail, quoi Ouais, bah et c'est oui. ça qui est Oui, c'est intéressant. ça, c'est dès que tu en as un peu marre, disons de travailler que du vin, d'un coup tu dis: «Allez hop, on part sur les olives», ça te change un peu, quoi. Exactement, c'est ça, voilà, je fais vraiment 2 choses différentes et voilà, il y a pas de routine, quoi. Mmh. La C'est tous les, diversité, c'est important. il y a peu de journées qui se ressemblent. C'est ça qui est sympa. Trop bien. Alors dans le chat aussi, il y a Lola qui te demande, quelle est ta couleur, de vin préférée? Est-ce que tu préfères le blanc, le rosé, le Ah, rouge? bah, je dois reconnaître que je suis un amateur de blanc, donc oui, si je devais en choisir un, je dirais ça, mais alors là, c'est vraiment à titre personnel. Ouais, Chacun a ses goûts et ses couleurs. OK, bah, très Voilà, moi, bien. j'ai une petite préférence pour le blanc. Et au niveau de tes horaires, du coup, est-ce que tu commences très tôt? Est-ce que c'est des horaires aussi qui dépendent des saisons? Comment ça se passe? Alors c'est une question intéressante. Je commence pas très tôt, disons que enfin ça voilà, ça dépend pleinement des saisons. Disons qu'en ce moment, je fais des horaires assez classiques. Disons, je suis, ici à 8 heures le matin et à 17h30, ma journée est logiquement terminée, OK. avec quelques cas spéciaux par moment. Il faut savoir que comme j'ai un cadre d'activité assez large, généralement, je fais quand même beaucoup d'heures supplémentaires, même hors saison. Donc il y a pas un Mmh. mois où je vais vraiment faire les mêmes heures que le mois d'après. Ouais, Et après, il y a la période de la récolte, donc des vendanges et de la récolte des olives, où bah, clairement, au niveau horaire, il y a plus tellement de règles. C'est, mmh, ça commence, on va dire, en août et puis ça se ouais, termine en décembre où je vais venir allez, pour le vin, on va dire, à 4 heures du matin et puis partir à waouh. 18 heures. Et ça sera du 6 jours sur 7. Ouais, Et pour les olives, ça sera en décalé. Donc à l'inverse, je suis plutôt mmh, ce sera pas du coup pareil, avec les olives.
Effectivement. Donc, oui, c'est vrai que c'est important. Je sais pas vous, mais me lever à 4 heures du matin quand même, ça me piquerait un peu. Mais bon, je pense aussi que c'est aussi ce qui fait les spécificités de ce métier et puis, comme on l'a vu, Loïc, il a l'air d'être passionné. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, dans le chat. Si, vous c'est que c'est un métier qui vous plairait, n'hésitez pas, à nous dire, parce que là, je vois un petit peu les questions qui se succèdent et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. On a du coup Louis qui va revenir juste après, justement, pour continuer à répondre un petit peu aux questions. Mais en tout cas, ouais, voilà, franchement, moi, je trouve ça génial de pouvoir convier un peu les 2. En plus, on l'a vu que, bah, travailler dans un château, c'est plutôt cool. Franchement, ça change un petit peu, d'autres lieux où on va être enfermé dans un bureau. Si vous aimez les métiers aussi à l'air libre, c'est vraiment le top du top. Franchement, je pense que là, on serait tous à y revenir parce que, des fois, on a envie d'avoir un peu d'air, un peu de pouvoir sortir. Puis le lieu a l'air incroyable, le lieu du château. Donc voilà, donc il ne faudra pas hésiter aussi si vous voulez aller passer lui faire un coucou. Et puis aussi, on a parlé tout à l'heure des vendanges. Donc les vendanges, enfin, propose énormément aux jeunes aussi de venir faire des vendanges l'été pour se faire un peu de sous et puis pour pouvoir un petit peu mettre la main à la tâche, donc pour pouvoir un petit peu tester aussi. Et puis c'est toujours bien parce que c'est souvent l'été, il fait beau, il fait chaud. Quand il fait très chaud, c'est assez physique. Mais bon, si ça vous intéresse, je sais qu'il y en a sûrement dans le chat qui ont déjà dû tester l'aventure. Donc oui, Loïc revient dans un instant, ne vous inquiétez pas. En attendant, voilà, bah, il y a Thomas qui est modérateur chez MyFuture. Donc, si vous avez des questions aussi, des interrogations, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Il y répondra avec plaisir. Donc, qui demande aussi, est-ce que vous seriez prêt à faire de tels horaires? Moi, franchement, je me poserai la question à 2 fois. Je pense que le bon côté, c'est que c'est pas toute l'année. C'est pas un métier où il faut se lever à 4 heures du matin toute l'année, mais parfois, ça peut être possible. Donc, il faut être prêt à être au saut du lit quoi, pour arriver. Super, on a Loïc qui nous a rejoint, donc on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Et voilà, Désolé c'est pour ce bon, petit Loïc. contretemps technique. Pas de OK, souci. alors je sais plus où j'en étais du coup. Alors, on parlait des horaires. Ah oui, les horaires, voilà. Donc Mm. voilà, comme je disais, c'est très, j'ai pas d'horaire fixe. J'ai vraiment une saisonnalité au niveau des horaires où je vais avoir la période de récolte qui va être très très intense et au Mm. contraire, pas vraiment au contraire, mais le reste de l'année qui va être relativement classique on va dire 39 heures semaine. Je fais toujours un peu plus en réalité. Je suis plutôt à Mm. 43, voilà, je sais pas. Mais D'accord. voilà. Donc toujours. Et, et du coup, là, tu me parlais du reste de l'année qui était un peu moins sport, on va dire. Mais le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, on voit la fin de l'année qui sera plus dans les récoltes, dans la préparation du vin, et notamment de l'huile d'olive. Mais le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais? Enfin, quel va être ton rôle? Quelles vont être tes tâches au quotidien? Ouais, je suis en vacances. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, le reste de l'année, du coup, je prépare principalement la prochaine récolte parce Ok. qu'en fait, il y a beaucoup de choses à préparer en amont. Donc, enfin, déjà, pour la partie vin, il faut que je prépare tous les vins pour les mises en bouteille et les conditionnements. Et là, ça fait déjà finalement un travail qui, sur l'année, prend un peu de temps. Mhm. Forcément. Après, je passe aussi pas mal de temps au bureau à créer, on va dire, je sais pas, à commander des matériels, maintenant, je suis aussi en charge des budgets, on va dire, pour faire évoluer les différentes structures. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'on va me donner un budget en début d'année et moi, en fonction du budget qu'on me donne, je vais me débrouiller pour améliorer le moulin, améliorer la cave, améliorer les process, pour voilà, Ok, donc réinvestir cet argent où il faut. Donc, un poste ouais, à c'est très large responsabilité. Ouais. aussi, oui, oui. Ok. Voilà, il y a pas une façon de définir mon poste parce que je fais tellement de choses finalement différentes que Hmm. voilà, si je voulais tout vous dire, il me faudrait 2-3 heures. Ouais. Mais, On retrouve la voilà, diversité. c'est ça, je passe quand même un Mmh. petit peu de temps dans les terres, mais plus à aller, on va dire, contrôler l'évolution de la végétation à partir du moment où c'est sorti pour voir si voilà, on n'a pas d'attaque de maladie, Mmh. si au final ça se présente bien, quoi. Et après, on en discute avec le chef de culture, on adapte un petit peu ce Mmh. qu'il faut faire. Bah, Voilà, oui. ça peut être. Puis puis, Voilà. et Mm. et puis justement, là, on en parlait juste avant de commencer le live, on parlait des intempéries
qui peuvent menacer, très facilement, en fait, l'exploitation. Donc comment est-ce que, tu essaies de gérer ça? Parce que j'imagine que la météo est ta meilleure amie, en fait, quelque part. Tu dois toujours un petit peu faire Meilleur attention à ami, tes meilleur choix. ennemi, mais c'est sûr que ça joue beaucoup et non, on reste accroché à regarder la météo, ça c'est sûr Mmh. et il y a pas de façon vraiment de gérer, on va dire, la météo, mais on peut, voilà, en tout cas, sur les parcelles, ça va être on peut intervenir en faisant des traitements, en évitant Mmh. les amas de végétation, donc ça peut être, je sais pas, demander aux équipes de faire des effeuillages, donc d'enlever des feuilles pour que la végétation respire mieux, retirer Ouais, quelques grappes qui pourraient mal présenter ou alors, voilà, des choses comme ça. OK. Après, je parle de traitement, il faut savoir qu'on est en bio, donc c'est des traitements, naturels, Mmh. mais voilà, c'est On n'arrive pas avec des gros pesticides à en mettre partout, quoi. On évite. OK, très bien. Donc je pense qu'on va pouvoir, revenir ensuite, du coup, avec, Loïc, sur un cas concret pour mieux comprendre ce qu'il fait au quotidien aussi, parce que ça aussi, c'est important de pouvoir, suivre, ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que là, on a pu parler globalement du métier. Moi, je sais pas vous, mais j'ai plein de questions à poser. Je sais que le temps file, donc il faut rester un petit peu focus sur la présentation, mais justement, on va y revenir. Donc c'est parti pour le cas concret et je lance le jingle. Let's go. Et nous voilà, Loïc. Alors, j'ai pu l'afficher, ça va s'afficher le cas concret. Du coup, au niveau des quelles missions, tu as quand même plusieurs types de métiers, on va dire, hein, plusieurs types de missions au cours de l'année. Donc, moulinier, tu m'as dit effectuer la transformation des olives en huile d'olive, ce que tu nous as expliqué juste avant. Le exactement, problème, oui. responsable de cave, conduire la transformation des raisins en vin. Donc, ça aussi, en fait, tu vas vraiment piloter chaque étape de A à Z. Oui, complètement, oui, oui, ça c'est un tout, donc sans que je travaille pas seul aussi, que ce soit pour le moulin ou pour la cave, je dois gérer des équipes. Il faut que j'organise le travail, il faut que voilà, c'est plein de choses diversifiées, Ok, donc dans ces cas-là, tu as un espèce de planning pour pouvoir bien t'y tenir. Comment tu t'organises? Alors j'essaie de planifier un maximum en effet, de de voir, on va dire, de planifier au moins la semaine quoi, c'est le minimum, Ouais. sur un agenda, et après, il y a bien sûr les imprévus au jour le jour donc en imprévu ça peut être quoi? Ça peut être, je il faut savoir qu'on fait souvent analyser nos produits, donc les vins et cetera. En fonction des résultats d'analyse, il faut corriger, il faut agir parfois rapidement donc voilà, ça peut être des choses comme ça mais oui, Hmm. j'essaie quand même d'organiser le travail un maximum, dans la mesure du possible. Ok, justement, un petit peu dans le côté administratif, il y a la partie au bureau, comme tu nous expliquais, donc avec la traçabilité des différents produits, les déclarations, approvisionnement, développement. C'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure aussi au niveau du budget. J'imagine que ça, c'est une phase que tu vas plus travailler dans ton bureau. Oui, complètement. Là, c'est, Mm. à cette période-là, je passe beaucoup de temps au bureau finalement. Voilà, quand on parle de traçabilité, c'est tout simplement avoir un côté suivi des produits parce que bien sûr, il y a des règles, c'est de l'alimentaire. Mm. Donc il faut qu'on soit capable, quand on vous vend une bouteille, de savoir, ce qu'il y a dedans tout simplement. Heu, voilà, Ouais. ça peut être tout simplement ça, mais voilà, il faut savoir qu'on est le cas concret, tiens, hier d'ailleurs, j'ai été audité par EcoCert qui est l'organisme bio, par exemple, donc il fallait que je sois capable de prouver qu'on respecte bien le cahier des charges bio. Heu, ça peut être Mm. ça. Ouais, le cahier des Une charges, du partie coup, pour déclarative, rappel. Excuse-moi, je t'ai coupé juste heu, pour non, non, raconter. bien sûr. Le cahier des charges, c'est vraiment, l'espèce d'index, en fait, des choses à suivre, des choses à faire, de conduite, en fait, pour la société ou pour, en tout cas, bénéficier justement, du label bio. Exactement, voilà, il y a différents cahiers des charges, donc là, on parlait du label bio, mais je suis aussi soumis à des règles au niveau de l'appellation. L'appellation, c'est tout simplement pour le vin, enfin, même pour les huiles d'olive, c'est pareil, on a une appellation. Ici, on a l'appellation Baux de Provence, et Mmh. l'appellation Baux de Provence regroupe un ensemble de règles qu'il faut respecter pour pouvoir écrire, bah, Baux de Provence sur sa bouteille, tout simplement. Donc Mmh. voilà, c'est différents cahiers des charges qu'on doit respecter, différentes règles pour élaborer nos produits et les revendiquer, ces, Ouais, bien ce sûr. bio, Et est-ce que cet AOP. parfois c'est un petit peu stressant parce que là, pour le coup, tu te dis: «Oh là, ça arrive, faut que tout soit parfait».
Ah oui, oui, c'est complètement stressant. Je suis aussi amené à gérer pas mal d'imprévus. Voilà, un matériel qui casse en pleine récolte, des choses qui peuvent tout de suite nous bloquer. Et oui, il y a des nuits blanches, on va le dire. Mais, Ouais, mais bah, c'est normal. oui, mais bon, il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Ça, c'est important d'en parler justement. Et puis alors, on a Julia, sur le chat qui vient de te demander: «Est-ce que tu, travailles seule ou en équipe?» Alors, en ce moment, je suis relativement seul, tant que c'est hors récolte, on va dire. Après, lorsque la saison se déclenche, j'ai 1 à 2 personnes avec moi en cave sur une journée, enfin, D'accord. minimum. À savoir que je peux détacher du personnel en plus et au maximum, on sera à, on va dire 6 en cave, pour la réception de la vendange. Et OK. au moulin, j'ai toujours 2 personnes avec moi. Donc voilà, on est 3 sur le moulin. Donc voilà, Mmh. j'ai les 2. Une partie de l'année en équipe et le reste de l'année tranquille. Ouais. OK, ouais, mais ça doit pas être simple de gérer tout ça seul quand même, hein. Franchement, chapeau. Et d'ailleurs, moi, j'avais une question qui m'est venue, tout à l'heure. Tu me parlais de vendanges. Je sais que les vendanges, souvent, on peut faire appel à des jeunes, par exemple. Est-ce que, vous, recherchez des jeunes lors des vendanges, qui pourraient postuler, par exemple, pour, participer? Comment ça se passe? Alors ça pourrait nous intéresser. Il faut savoir que vraiment pour le chantier de vendange, on passe par, enfin, on passe par ce qu'on appelle de la prestation de service. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui, ont leurs équipes et qui viennent OK. vendanger chez nous, pour nous, voilà. Donc on leur donne, bah, justement là pour le coup, on leur impose notre cahier des charges, puisqu'on paye par le Mmh. cahier des charges, en leur donnant des règles, de comment travailler et cetera et après, finalement c'est eux qui font le travail. Mais ce qui peut nous intéresser, c'est plutôt pour ce qu'on appelle la période en vert. Période en vert, c'est simplement quand la végétation commence à sortir. Donc, enfin, OK. ça commence, on va dire en mars, quoi, mars à juillet, Mmh. où il y a pas mal de travail à pied dans les vignes, voilà. OK. Ah oui, je connaissais pas du tout cette période en vert, justement, c'est toujours intéressant. Donc pour ceux qui sont intéressés, pour, faire les vendanges ou justement, participer à cette période en vert, ça reste quand même, cool, je pense. Et puis on va en parler aussi avec Loïc, mais je pense que ce qui est intéressant dans ce métier, c'est vraiment d'être sur le terrain. De ce que j'en vois, ce qui est cool, c'est que c'est pas non plus toute l'année, donc les périodes un peu plus compliquées qui vont être comme l'hiver où vous serez majoritairement en bureau. Et ça, c'est cool parce que ça permet d'être au chaud lors de l'hiver et plutôt pouvoir sortir dès que les beaux jours arrivent. Et ça doit être bien d'être sur le terrain, comme il expliquait. C'est un métier qui est très diversifié. Donc ça aussi, on va pas se mentir, c'est plutôt sympa d'être dans un métier où il n'y a pas vraiment de routine. Et puis en plus de ça, bah, dès qu'on commence comment dire, à venir sur une routine qui nous ennuie un petit peu, on sait que c'est saisonnier. Donc on va pouvoir, dès que l'hiver arrive, se remettre du côté de notre bureau, par exemple, pour travailler sur des tâches et ne pas être embêté, en tout cas par la suite. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bien. Et justement, on a Loïc qui revient. Donc, Loïc, j'ai oublié la question que je voulais te poser. Honte à moi. Mais bon, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur ton parcours et puis quand ça me reviendra, je te reposerai la question. Et c'est parti du coup pour le jingle sur le parcours pour mieux. Voilà, c'est parti. Alors du coup, pour commencer, au niveau de ton parcours, tu m'as dit que tu avais redoublé en seconde et qu'ensuite tu étais parti sur un bac scientifique. Est-ce qu'à cette période-là, de ton parcours, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce qu'au contraire, tu savais pas vraiment? Alors je savais pas vraiment, je savais que l'école, c'était pas vraiment fait pour moi non plus. J'étais pas Ouais, le meilleur des élèves, ça c'est certain. J'avais cet objectif, on va dire, oui, j'avais l'objectif de poursuivre une école d'ingénieur, c'était ça l'objectif à cette époque. Heu, d'accord. Tout simplement parce que le seul exemple que j'avais était celui de mon père et je me disais: «Bon, pourquoi pas?» Mmh. Mais au fur et à mesure, j'ai réalisé que ça me convenait pas trop. Ça a pris beaucoup de temps, mais voilà, j'y suis parvenu. Il faut savoir que, enfin, à l'époque, je sais pas si c'est toujours pareil, mais on avait notre liste post-bac où on mettait nos Oui. souhaits pour les études supérieures, dans l'ordre et j'avais mis, mes souhaits qui étaient vraiment école d'ingénieur, école d'ingénieur, Ah école ouais, d'ingénieur carrément. et BTS viticulture, oenologie. Voilà. Donc OK. j'avais fini avec, quand même, j'avais quand même vu en fait, c'est là où j'ai découvert le BTS viticulture onologie et j'avais aucune idée qu'on pouvait faire des études,
dans le vin à cette époque, voilà, on n'en avait pas parlé. Ouais. Il faut savoir que j'ai grandi en Normandie, qui est pas non plus une région où le vin est extrêmement développé non plus. C'est Mmh. plutôt la vache, voilà. Pareil, Hem, oui. donc heu, donc voilà, j'avais aucune idée. C'est vraiment sur ce site post-bac, en déroulant les listes, en savant que je suis tombé sur BTS Viticulture Œnologie. Je me suis dit: «Mais ça existe ça, quoi?» Qu'est-ce que c'est que Et je ça? l'avais mis, en dernier vœu en me disant: «Bon, bah, s'il y a rien qui passe, pourquoi pas faire un truc sympa?» Et ça a l'air sympa, quoi. Et heu Mmh. et voilà. Et donc par acharnement, on va dire que j'ai déjà redoublé ma seconde. Ensuite, j'ai fait, 1 année en première S qui a pas finalement ça a pas marché et puis ça m'a pas vraiment plu. Ouais. Je me suis dit qu'une solution pourrait être d'aller vers quelque chose où il y avait un peu plus de côté pratique. Donc c'est pour ça que je suis parti en STI. Donc STI, c'était sciences technologiques de l'ingénierie et spécialisation génie mécanique et productique. Donc vraiment, en plan de rejoindre une école d'ingénieur derrière, mais par une voie différente. Heu, Toujours cette école j'ai d'ingénieur. finalement j'ai finalement été dans cette école d'ingénieur, où j'y ai fait, bah, j'ai même pas fait l'année, j'y ai fait 6 mois, ça me plaisait pas, Mmh. c'était que du théorique, que du théorique, que du théorique. Ça me correspondait pas vraiment et donc j'ai fait la même démarche que j'avais déjà fait avant en me disant: «Puisque l'école d'ingénieur, c'est trop théorique, je vais faire un IUT, qui est une part un petit peu plus pratique aussi, un peu plus terrain, pour derrière rejoindre l'école d'ingénieur, on va dire en bac+3 quoi». Mmh. Heu et finalement, au bout d'1 an, d'IUT, je passais en deuxième année, mais c'était toujours pas mon truc. Je me suis dit: «Bon, Ouais. j'arrête de tourner en rond» et c'est là où je suis revenu, au dernier vœu que Tu j'avais, avais fait. en post-bac Mmh. et Et là, du coup, je tu suis es parti en finalement parti viticulture. sur mon BTS viticulture, et œnologie. OK. Alors C'est ça. avant Le que BTS m'a beaucoup plu, à cette époque-là, j'avais non, vas-y, oui? vas-y. Vas-y. Non, je disais juste qu'à cette époque-là, j'avais le rêve, de alors pas du tout de partir dans la production, mais de d'ouvrir une cave à vin aux États-Unis parce que j'ai la nationalité Mmh. américaine, ce qui est en plus, voilà, une cave à vin pour vendre du vin là-bas quoi, du vin français. Donc je suis parti derrière sur une formation commerce des vins et spiritueux à Bordeaux. Mmh. Et finalement, en faisant du commerce, je me suis dit que ça me correspondait pas tellement et je suis revenu comme ça à la production, voilà, comme, Mmh. tout simplement OK. parce qu'en BTS, j'avais été amené à faire un stage de production et que ça m'avait plu et je me suis dit: «Finalement, c'est ça qui me plaît le plus, quoi». Mmh, bah, ça, c'est bien, là, c'est bien que tu le soulignes aussi, les stages, ça aide vraiment à voir la réalité du terrain. Mais est-ce que d'ailleurs que ton rêve d'ouvrir, du coup, une cave à vin aux États-Unis, il est toujours d'actualité? Non, pas tellement parce que je me rends compte que finalement le profil commerce, c'est pas pour moi Mmh. et du coup non, le côté vraiment cave à vin aux États-Unis, non. Après, aller passer du temps aux États-Unis à un moment, pourquoi Pourquoi pas, mais en pas? restant dans la production. OK, très bien. Et donc, alors par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Alors du coup derrière, j'ai pris un premier poste d'ouvrier caviste, donc vraiment, exécutant en cave, quoi, sur les opérations de transformation. Puis je suis passé, caviste, donc par caviste, j'entends responsable de cave, maître de chez si on veut, Mmh. donc avec un petit peu plus de responsabilité, mais toujours, assez manuel. OK. Derrière, j'avais pour projet de voyager depuis longtemps, donc je me suis dit: «C'est le moment, j'ai bientôt 30 ans, si j'y vais pas maintenant, je le ferai pas». Donc j'ai été passer 1 an en Nouvelle-Zélande et 2 ans en Australie. Là-bas, Trop bien. j'ai travaillé dans le vin, donc voilà, j'y suis vraiment allé, en tant que backpacker comme on dit. Mmh. Heu, donc j'ai fait les vinifications là-bas, mais je travaillais pas à l'année dans le vin. Je passais la moitié de mon temps à voyager, à voir du pays, Mmh. à profiter et j'ai aussi fait d'autres travails autres que le vin. Donc, par exemple, j'ai élevé des taureaux, ce que j'avais jamais fait. J'ai travaillé dans les pastèques, j'ai fait du Trop conditionnement bien. dans des usines qui est voilà, des choses un peu différentes, quoi. Et justement, Heu, vu que tu as pu tester ce travail du vin à l'étranger, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment percuté où tu t'es dit: «Ouh là, c'est vraiment différent, vis-à-vis de la France» ou, pas tant que ça au final? alors les propriétés où j'ai travaillé, il y en avait certaines qui étaient, enfin, il faut savoir que pour l'Australie, il y a beaucoup de propriétés très grosses, parce que c'est pas du tout les Ouais. mêmes dimensions de propriété que chez nous.
où ils vont cultiver des milliers d'hectares, quoi. Là où le domaine moyen en France, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais Mmh. ça doit tourner autour des 10 hectares maximum. Ouais, Euh, c'est pas pareil. donc oui, c'est sûr que ça fait un gros gap. C'est plus ça peut être des caves-usines, des choses bien plus importantes. Mmh. Ça, j'en ai fait une expérience comme ça, donc ça changeait pas mal. Après, pour les autres, j'étais sur des domaines de taille plus modérée, donc on va dire 50 hectares à 150 hectares, ce qui OK, peut paraître ce déjà qui est gros énorme, ouais. pour, euh, pour la France, mais pas énorme, enfin, c'est pas démesuré non plus. Et Mmh. oui, du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup appris là-bas au niveau des différentes procédures, parce que plus la structure est grosse, plus ils se professionnalisent pour bah, encadrer les choses Mmh. et voilà. Et donc ça a Bien été une sûr. expérience intéressante sur ce plan-là, parce que voilà, ça m'a permis de voir des méthodes de travail différentes, bien faites, bien élaborées, avec des processus derrière. C'est sûr Mmh. que c'est ce Ouais, qui change. ça a changé, ça c'est sûr. OK, très bien. Donc j'en profite pour répondre un petit peu à certaines questions qui sont arrivées sur le chat. Alors déjà, on a quelqu'un qui te demande: «Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre le vin et l'huile d'olive pour, produire?» Alors au niveau de la production, on va dire vraiment sur la première journée, ça veut dire réception des fruits, il n'y a pas tellement de différence. Les grandes différences, Mmh. ça va être sur le vin au niveau, comme je disais, des opérations de travail derrière, Mmh. des collages, des soutirages, voilà, j'utilise quelques termes techniques, de l'élevage, où il va se passer plus de choses finalement. Voilà. OK. Après, oui, le moulin à huile est plus bruyant, voilà, on peut le dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. OK. C'est une chaîne industrielle vraiment, là où en cave, ça reste des éléments mobiles. Au moulin, Mmh. c'est des éléments fixes qui viennent, Mmh. qui se déplacent pas, qui sont un peu plus, voilà. Mais disons que en cave, on va utiliser un pressoir pour extraire le jus des raisins. Au moulin, on va d'abord broyer l'olive et D'accord. ensuite, on va utiliser des centrifugeuses pour séparer l'huile de l'eau, on va dire, et de la pâte. OK. Donc, c'est des processus un peu différents, mais finalement, ça reste des processus d'extraction. Et il y a Mmh. des liens certains entre la cave et l'huilerie, Ouais, même s'il y a ce qui fait que des c'est, voilà. similitudes, ouais. OK. OK, Mmh. merci pour cette réponse et du coup, alors, à ton retour de Nouvelle-Zélande et d'Australie, qu'est-ce que tu as fait quand tu es rentré en France? Alors j'avais déjà trouvé, le travail au château des Stoublons depuis l'Australie, Waouh, par OK. entretien vidéo. Donc je suis rentré, j'ai eu un mois pour moi et puis ensuite, j'ai attaqué directement par les vendanges. Il OK. faut savoir que je suis rentré au château des Stoublons vraiment en tant que caviste, enfin ouvrier caviste pour les vendanges à l'origine, en CDD de 6 mois, on va Mmh. dire. Hem Et que, voilà, enfin, j'avais projet de rester, mais sans plus d'attente que ça. Et finalement, au bout de, je crois, 2 semaines de travail, on m'a demandé si je voulais bien prendre la responsabilité de la cave, à long terme. Donc Mmh. ça a été très vite. Voilà, je Waouh. pense que j'ai dû travailler pas trop mal, Ah bah oui. que j'ai dû m'inclure dans le travail et voilà. Et il y avait une opportunité à ce moment-là, ça tombait bien pour moi. Et derrière, avant la fin des vendanges, on me demandait déjà si je voulais bien aussi prendre la responsabilité du moulin, alors que j'avais jamais Waouh. fait d'huile d'olive, c'était complètement nouveau. Ah ouais, OK. Heu, Bah, donc tu devais être sacrément un bon employé pour que tout de suite on te propose des hauts postes quand même. bah, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais c'est sûr que quand on s'implique, Mmh. finalement, quelque part derrière, il y a un juste retour des choses, hein. Mmh. Et heu et c'est ça. Et puis quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. C'est ça aussi. Ouais, oui, c'est vrai. On se lève avec le sourire, ça change tout. En tout cas, bah, écoute, très beau parcours, hein, quand même, parce que tu as fait plein de choses, au final. Au final, ça fait Oui, c'est beaucoup de assez choses. diversifié et puis j'ai pas prévu de m'arrêter là, quoi. Ouais, bah, c'est ça qui est bien, c'est que tu vas continuer un petit peu. C'est quoi les projets, là, pour l'instant? Non, bah, là, pour l'instant, c'est quand même resté encore un moment à Estoulon, parce que ça se passe très bien. Mmh. Évoluer dans la Pour l'instant, je me verrais plutôt évoluer dans l'entreprise plutôt qu'autre chose, Mmh. mais heu, mais voilà, pourquoi pas prendre plus, faire plus.
Petit à petit, sûrement. Alors, on a C'est une ça. question qui revient pas mal dans le chat. Le collège Belrem qui te demande combien gagnez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que ce serait possible d'avoir une fourchette, même assez large, des, Oui, des revenus que tu peux je ne vais même pas avoir? vous donner une fourchette. Alors du coup, j'ai regardé tout à l'heure, parce que je me posais la question aussi. Je regarde pas trop ma fiche de paye. Je gagne aux alentours de 2 300 € net par mois, Net. Ok, d'accord. hors heures sup. Donc c'est vraiment mon brut de base, mais comme tous les mois, Hmm. je fais des heures sup, je suis rarement en dessous des 2006 et en période de récolte, je suis jamais en dessous des 3 000, on va dire. Donc Ok, d'accord. Bon, bah, de quoi répondre aux c'est variable. interrogations. Parce que j'ai vu la question revenir plusieurs fois, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ton métier, donc c'est bon signe. Je te propose maintenant qu'on parte un petit peu pour voir enfin, ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton parcours, n'importe quoi, dans ton métier, pour se faire encore mieux une idée. C'est parti pour le jingle. Alors, tu nous en as parlé tout à l'heure, mais la première chose qui est revenue dans ce que tu préfères, c'est vraiment la diversité des tâches et l'autonomie. Oui, complètement. Enfin, finalement, je suis pas vraiment mon propre responsable, mais j'ai une énorme autonomie. J'ai quand même un responsable au-dessus de moi qui va me donner des guidelines, Ouais, un cadre, on va dire. des lignes de conduite, ouais. Euh, Mmh. Ouais, non, ça, c'est sûr que je sais pas vous, mais ça donne plus envie. mais finalement, après ça, oui, ça a Ouais. coupé un peu. Et après, voilà, ce que j'ai mis aussi en plus, c'est finalement les produits sur lesquels on travaille. Finalement, Mmh. il faut savoir que je travaille dans le secteur du luxe, donc on va travailler des produits qualitatifs, on va voir, enfin, je suis assez fier de ce qu'on produit au final, quoi. Mmh, bah, oui. Disons, je trouve que c'est intéressant de faire de l'huile d'olive et du vin. Je pourrais, je sais pas, être dans une usine à faire des couches pour bébé ou je sais pas. C'est pas Tu peux pas les tester après. C'est plus voilà. compliqué. Quoique bon, tu peux, mais bon, après, je sais pas si c'est vraiment l'utilité des couches, quoi. C'est ça. Donc c'est sûr qu'on a un produit intéressant et puis à côté de ça, bon, j'en parlais aussi au début, il y a le cadre qui est quand même sympa. Enfin, Mmh. c'est un tout qui fait que Ouais, qu'après, l'expérience est sympa. forcément, Mmh, on est content d'aller au travail, quoi. c'est ça. OK, puis c'est vrai, comme tu le disais, de pouvoir, tester ensuite, l'huile d'olive, tester aussi, bah, du coup, les vins. C'est vrai que ça, c'est génial Mmh. puisqu'on il a vraiment déjà de A à Z le projet, mais en plus de ça, il y a la plus-value derrière, donc c'est trop top. Et alors maintenant, on va passer aux choses que tu aimes un peu moins. Donc comme tu nous l'as un petit peu précisé déjà dès le début, mais c'est vrai que la charge de travail de certains mois est assez haute. Voilà, on va dire qu'en période de récolte, ça peut être très intense. Alors, au début de la récolte, j'adore ça en réalité. Justement, je suis à 200%. Mmh. C'est cool. Mais c'est vrai qu'à la longue, ça peut être fatigant. Et puis, pendant la récolte, on met un peu sa vie perso aussi sur off. Ça veut Mmh. dire qu'on vit le travail à 100%, quoi. Euh, donc, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire. Euh, Après, je peux pas le mettre en pleinement négatif parce que personnellement, c'est quelque chose que j'aime d'être à fond sur cette période, etc. Mmh. Je vais quand même reconnaître qu'arrivé à décembre, à la fin des récoltes des olives, je suis un petit peu, ouais, si ça Ah peut ouais, s'arrêter j'imagine. bientôt, c'est bien. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que c'est un gros point. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un peu le côté stimulant aussi du métier de bouger un peu à droite, à gauche. Et ensuite, tu m'as parlé de la dépendance au climat. Bon, on en a parlé un peu juste avant. C'est sûr que là, comme tu me disais, en ce moment, il y a beaucoup d'orages. Donc, il faut surveiller aussi si la récolte va pas être impactée. Et ça, j'imagine que c'est un peu le côté frustrant du métier parce qu'on est dépendant de ça. C'est ça. On va dire que c'est une part de stress quotidien où est-ce qu'on va réussir à amener la récolte jusqu'au bout, jusqu'au point. Dans l'agriculture, on peut très vite tout perdre, quoi. Hmm. Il n'y a pas de. Et c'est un peu Alors, injuste tout ça. contrairement à faire des couches pour bébé où j'achète du coton et je fais des couches, là, voilà, il y a une part d'imprévu. Ouais, c'est Donc, un produit sur la durée, quoi. Ok, alors on a une question du collège Belrem sur le chat qui nous demande c'est quoi la viticulture? Ah, il y a un petit déconnexion, mais vous inquiétez pas, je vais répondre pour vous. Qu'est-ce que la viticulture? Donc c'est vraiment l'activité agricole qui va permettre bah, produire, qui va produire le vin, donc tout ce qui va être le travail du raisin en fait.
donc avec les vignes. Donc c'est pile ce dans quoi travaille du coup Loïc, qui va nous rejoindre dans un instant. Alors n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions, donc c'est très bien. Je vois que le collège Belrem est bien en forme cet après-midi et pose plein de questions. Ça me fait super plaisir de vous voir. N'hésitez pas à continuer à participer si vous avez d'autres questions à poser. Voilà, on est vraiment là pour y répondre à un maximum. Et puis, on va arriver déjà bientôt à la fin du live. Donc, franchement, n'hésitez pas, si vous avez encore quelques interrogations, à les poser. Comme ça, on pourra les poser à Loïc tout au long du live métier. Et ça fait toujours plaisir. Donc là, on a vu un petit peu ce qu'il aimait le plus et ce qu'il aimait un peu moins dans son métier, parce que comme pour tout métier, il faut un peu voir le bon côté et le côté un peu plus négatif pour voir aussi ce qui nous plaît, parce que c'est important. Je le répète souvent pour ceux qui suivent les lives sur MyFuture, mais j'ai tendance à dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, pensez déjà à ce que vous ne voulez pas faire plus tard aussi. Ça vous permet d'avoir un peu une idée plus claire de tout ça. Donc Loïc vient de revenir, donc je vous propose qu'on passe à la dernière slide sur celle des clichés et des anecdotes. C'est parti pour le jingle. Bon, nous sommes de retour tous les deux. Et alors, dans les anecdotes et dans les clichés, la première chose que tu m'as dit, c'est quand on aime ce qu'on fait, on ne voit plus le travail comme une corvée. Ça, je trouve ça bien. Oui, c'est complètement vrai. Enfin, voilà, quand on a un métier qui nous passionne, finalement, ça devient plus du travail, tout simplement. Ça Mm. devient, je vais pas forcément dire un plaisir, mais ça devient quelque chose. Ça peut être un plaisir par moment, en tout cas. Après, bien sûr, comme tout travail, il y a toujours des tâches qui sont plus sympas que d'autres. Mm. Ça, personne n'y échappera. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que c'est très important de s'orienter vers quelque chose qu'on aime plutôt que d'aller peut-être, je Mm. sais pas, aller vers l'appât du gain et se dire il faut que je fasse ça, sinon je vais pas bien gagner ma vie. Ou alors, voilà, Mm. il faut qu'il y ait un vrai intérêt pour le métier sur lequel on s'oriente, quoi. Ouais, bien C'est sûr. Ouais, c'est primordial. ça, comme tu disais, pour être un peu épanoui dans sa vie aussi, c'est important d'avoir un travail qui nous plaît. C'est ça. Ok. Et alors, dans les clichés, tu m'as dit les métiers agricoles, ce sont des métiers qui ne payent pas. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà dit à toi? Oui, j'ai déjà entendu. Enfin, bon, tout d'abord, de la part, bon, on va revenir très loin, mais ça peut très bien être, par exemple, mes parents, quand j'étais encore au lycée, qui m'orientaient plutôt vers des grandes Mm. études, des choses, voilà, qui allaient payer. Et Mm. quand on parlait d'agricole, c'était ah non, non, tu peux pas, enfin, tu vas pas faire ça, tu vas le regretter plus tard, Mm. etc. Donc voilà, on est un petit peu conditionné aussi par la société, par nos parents, par des choses comme ça, qui nous orientent vers peut-être ce Mm. qu'ils imaginent de bien pour nous et ce qui est pas forcément Ouais. ce qui nous plairait, quoi. Mm. Euh, voilà, j'ai déjà parlé de mon salaire tout à l'heure. C'est vrai que on peut très bien gagner sa vie en faisant de l'agricole, de la production. On a souvent cette idée arrêtée en tête, comme quoi si on est à travailler de ses mains, et ben finalement on gagnera pas bien sa vie. C'est pas complètement vrai. Mm. C'est même Ouais, plutôt c'est faux, bien quoi. de venir casser un peu le cliché et puis Mm. voir que voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît réellement. Puis aussi, bah, comme Loïc le dit très bien, même si vos parents vous mettent la pression sur certains métiers, n'hésitez pas à bien vous renseigner déjà à l'avance pour avoir des contre-arguments, c'est important. Et puis même, au final, faites vraiment ce qui vous plaît à vous, parce que c'est vous qui allez travailler toute votre vie dans ce domaine et c'est pas vos parents. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte aussi. Ça, c'est certain, oui. Voilà, enfin, il faut s'orienter vers ce qu'on aime, c'est le plus important. Mmh. Des belles paroles, ça fait plaisir. Et alors, on a encore le collège Belrem, qu'on n'arrête plus, visiblement, qui te demande si, qui dit, avez-vous un fournisseur de vignes? Un fournisseur de vignes. Alors, je suis pas je suis pas sûr de bien comprendre. Je pense que Sur, il se demande oui, sur si la du partie coup les achat des vignes. vignes. Oui, ouais. Oui, donc du coup, on travaille avec des partenaires. Ça, c'est pas moi, c'est plus le chef de culture. Mmh. Mais oui, on achète des plants de vignes finalement à des pépinières D'accord. qui produisent des plants de vignes quand on veut faire des plantations. Après, on n'en achète pas souvent parce qu'une parcelle de vigne, ça se garde longtemps, on va dire. Mmh. Euh, voilà, on a une espérance. Une parcelle de vigne, ça peut avoir 100 ans. Ouais. Euh,
Donc c'est assez rare, mais ça nous arrive en effet de faire des nouvelles plantations, de remplacer des anciennes parcelles et en effet d'acheter des vignes à des pépiniéristes. OK, OK, bah, très bien. Bah, j'espère en tout cas que ça a répondu, à toutes vos questions. Si vous avez encore, 2-3 questions, c'est vraiment le moment parce qu'on arrive déjà à la fin du live et avant de se quitter justement, Loïc, je voulais te demander, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil à faire passer, aux élèves qui sont en train de nous regarder, actuellement? Écoutez vos parents dans la limite du raisonnable, faites ce qui vous plaît et puis comme on disait tout à l'heure, c'est vous qui travaillerez toute votre vie donc voilà, c'est si vous avez une passion, foncez quoi. Mmh. OK. Bah, en tout cas, merci pour, ce message plein d'espoir et puis aussi pour cette présentation, parce que j'ai appris plein de choses. Je pense que j'ai pas été la seule vu, les questions. Voilà, il y a le collège qui dit: «D'accord, merci». Donc, il te remercie, pour ta prestation, ton justement tout ce que tu as pu nous dire aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de donner un peu de ton temps. Je sais que ton emploi du temps va devenir de plus en plus chargé là, vu que la saison va pas tarder à commencer. Bon, c'est en août, la grande, grande saison, mais bon, j'imagine que tu as encore plein de choses à préparer avant. Et puis, bah, écoute, je te souhaite plein de réussites et puis de monter les échelons petit à petit. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis et puis tout le meilleur pour la suite. Bah, merci beaucoup et merci du coup à vous effectivement de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous inscrire pour le live de demain matin ou aller venir passer nous faire un petit coucou. C'est bientôt la fin des live métiers pour cette saison, donc ça nous fait toujours plaisir de vous voir nombreux en tout cas. Et puis si vous nous cherchez, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. On est toujours présent, My Future, Carré dans l'axe. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain live métier. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à tous.